Il est retourné à l'école en tant que chef de gang avec une armée derrière lui. Mais il y a à peine 2 ans, il était assis seul dans sa chambre, écrivant sa dernière lettre d'adieu. Il était prêt à en finir jusqu'à ce qu'un visage aux informations change tout. Un élève qui avait anéanti 7 de ses propres harceleurs a regardé la caméra et lui a donné un ordre simple, ne mets pas fin à ta vie, mets fin à la leur. Ces quelques mots ne l'ont pas seulement changé, ils l'ont déchaîné. Cette nuit-là, il n'a pas seulement riposté. Il a envoyé son tortionnaire aux urgences et a accepté son exil dans les rues sans foi ni loi. La plupart des jeunes n'auraient pas tenu une semaine là-bas, mais lui a tenu 2 ans. Maintenant, il est de retour, mais le gamin brisé qui suppliait pour sa vie est mort. À sa place se dresse un monstre avec des cicatrices, des soldats et une liste de noms, et la chasse a déjà commencé. Imaginez être assis à votre examen final, entouré de silence, mais au lieu de répondre aux questions, vous êtes occupé à écrire votre dernière lettre d'adieu. C'est la vie de J.O. Il n'étudie pas parce qu'il sait qu'il ne sera plus en vie la semaine prochaine. Le jour de son anniversaire, son cadeau n'était pas un gâteau. C'était un passage à tabac brutal et sans pitié de la part du prédateur alpha de l'école, Do-won. Ils l'ont traité comme du bétail humain, le forçant à manger par terre tout en prenant des photos pour les réseaux sociaux. J.O. a tout écrit dans son testament. Il savait que les humains étaient censés être l'espèce la plus adaptable sur Terre, pourtant, peu importe combien de fois il était battu et humilié, il ne pouvait jamais s'y habituer. Les harceleurs, menés par Do-won, le traitaient comme s'il était moins qu'humain. Comme un animal errant qu'il pouvait frapper pour s'amuser. Mais les violences physiques n'étaient même pas le pire. Ce qui l'a vraiment brisé, c'était la façon dont tout le monde le regardait. Les rires moqueurs qui résonnaient dans les couloirs. Debout devant eux, J.O. se sentait complètement exposé et impuissant. Cela lui a fait mépriser son existence plus que jamais. C'est pourquoi J.O. voulait quitter ce monde paisiblement. Au lieu de chercher X, il était occupé à chercher la sortie. Il a passé toute la durée de l'examen à rédiger son chef-d'œuvre de dissertation d'auto-annulation. Il en était même fier, plaisantant que s'il y avait un prix Pulitzer pour les lettres d'adieu déprimantes, il remporterait la médaille d'or. Assis là, J.O. imaginait ce qui se passerait après sa mort. Peut-être que Do-won paierait enfin pour tout ce qu'il avait fait. Même si J.O. ne serait pas en vie pour le voir, cette seule pensée lui apportait un certain réconfort. Quant à sa famille, son grand frère était un rat de bibliothèque qui mémoriserait probablement du vocabulaire à l'enterrement au lieu de pleurer. Sa petite sœur serait collée à son téléphone et ses parents n'auraient plus à s'inquiéter pour leur fils inutile et raté. Après l'examen, J.O. s'est traîné jusqu'à la maison. Avant d'en finir, il s'est dit qu'il devrait au moins dire au revoir à sa famille. Mais quand il est arrivé, le dîner était d'un silence pesant. Personne ne parlait à personne. J.O. s'est tourné vers son frère et lui a demandé où était leur mère. Son frère a à peine levé les yeux de son manuel et a répondu avec dédain qu'elle rentrerait probablement tard. Puis il s'est levé, a fini son repas et est retourné directement à ses études. J.O. a jeté un coup d'œil à son père, prêt à tout avouer, mais son père, froid et indifférent, l'a immédiatement interrompu en disant qu'il essayait de regarder les informations et ne voulait pas être dérangé. J.O. a simplement baissé la tête et obéi. Puis quelque chose à la télé a attiré son attention. Les informations parlaient d'un élève arrêté pour avoir éliminé cette camarade de classe dans un lycée. Les médias l'ont surnommé le diable. Debout devant les journalistes, le garçon ne montrait absolument aucun remords. Il a hardiment nié être un monstre, affirmant que si ses victimes ne s'étaient pas moquées de sa famille et n'avaient pas fait de sa vie un enfer, elles n'auraient pas payé un prix aussi élevé. Ces mots ont allumé un feu en J.O. Il a serré les dents, se souvenant de chaque personne qu'il avait tourmentée. Pendant ce temps, les familles des victimes étaient furieuses face aux accusations sans fondement du diable. Mais le garçon ne s'est pas arrêté là. Il est allé encore plus loin, appelant tous les élèves harcelés à se soulever et à se battre comme il l'avait fait. Il leur a dit de ne jamais abandonner leur vie, car cela ne ferait qu'empirer les choses pour eux et leur famille. Quoi qu'il arrive, ils devaient survivre. Et s'ils voulaient disparaître, ils devaient emmener leur tortionnaire avec eux. Ces mots ont réveillé J.O. Il a réalisé quelque chose de crucial. Pourquoi devrait-il être celui qui disparaît alors qu'il n'a rien fait de mal? Le vrai problème, c'était ces animaux qui le tourmentaient. Cette nuit-là, J.O. n'a pas pu dormir. Il était collé à son téléphone, faisant des recherches sur l'affaire du diable. Des centaines de scénarios se sont déroulés dans son esprit où il devenait lui-même un monstre. Mais J.O. savait qu'il n'avait pas le cran pour ça. Il s'est effondré en larmes devant sa propre faiblesse. Si rien ne changeait, sa vie resterait misérable pour toujours. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie normale. Pourquoi était-ce si impossible? Il a prié pour que quelqu'un, n'importe qui, s'occupe de Do-won pour lui, mais il savait que personne d'autre ne le ferait. Alors J.O. a trouvé un tournevis et a commencé à s'entraîner sur son oreiller, le poignardant encore et encore. Son visage s'est tordu en une expression terrifiante alors qu'il prenait sa décision. Celui qui devait être puni, ce n'était pas lui. C'était Do-won. Le lendemain matin, J.O. est allé à l'école comme d'habitude, mais son esprit était complètement ailleurs. Il avait passé toute la nuit à réfléchir à la façon d'abattre Do-won, mais son corps tremblait encore de peur et d'habitude. Quand Do-won est soudainement apparu et a violemment frappé la tête de J.O. avec quelque chose de dur, en riant sadiquement,
la main de Gio s'est instinctivement dirigée vers le tournevis caché dans sa poche. Il était prêt à poignarder cet enfoiré sur le champ. Mais quand Dohon s'est penché pour voir ce que Gio faisait, leurs regards se sont croisés et toute la détermination de Gio a disparu. La peur a pris le dessus. Après avoir été tourmenté si longtemps, le simple fait de voir le visage de Dohon le paralysait de terreur. Le tournevis a glissé de sa main tremblante, tout comme sa volonté de se battre. Et bien sûr, Dohon s'est mis à le frapper sans pitié. Après le passage à tabac, Gio a caché l'arme dans son bureau, décidant d'attendre une autre occasion. Il a enduré la douleur sans riposter, mais Dohon n'était pas encore satisfait. Il a annoncé qu'il ne pouvait pas laisser l'anniversaire de Gio se passer normalement, alors il a invité ses amis à organiser une petite fête après l'école. Il a dit à Gio de le suivre à la fin des cours. Le visage de Gio est devenu pâle de sueur, la peur l'envahissant. Après l'école, Dohon l'a attrapé par le cou et l'a traîné jusqu'à un chantier de construction abandonné. La nourriture et les boissons étaient déjà disposées pour la célébration d'anniversaire. Quand Gio a vu de l'alcool, il a bégayé qu'il n'avait jamais bu auparavant. Dohon s'en fichait. Il a menacé que si Gio ne buvait pas, il ne rentrerait pas chez lui ce soir. L'horrible concoction préparée par Dohon contenait du soda mélangé à de l'alcool, des crachats, de la terre, des cendres de cigarettes et des nouilles instantanées. Quand la boisson dégoûtante a été poussée devant Gio, il a essayé de refuser, mais Dohon l'a frappé au visage avant qu'il puisse finir sa phrase. L'expression terrifiante de Dohon était claire, « Bois ou fais-toi tabasser à mort ». Piégé sans issue, Gio a pris une gorgée du mélange infâme et a immédiatement vomi. C'était plus que dégoûtant. Mais le sadisme de Dohon n'était pas satisfait. Il a ri et a dit à Gio de lécher ce qu'il venait de vomir, sinon il lui préparait un autre verre. Gio ne rentrerait pas chez lui tant qu'il n'aurait pas tout fini. Au crépuscule, Gio avait consommé plusieurs tournées de ce carburant de cauchemar, mais Dohon n'avait pas encore fini. Il a envoyé ses laquais acheter plus de provisions, pour que la fête puisse continuer. La tête de Gio tournait et son estomac se retournait violemment. À ce moment-là, il n'en pouvait plus. Il ne voulait plus jamais être humilié comme un chien, alors il s'est levé d'un bond et a couru. Dohon a juste souri avec mépris. Ce gamin voulait une autre raclée. Gio n'est pas allé loin avant que Dohon ne le rattrape et le plaque au sol. Dohon l'a immobilisé et a commencé à lui marteler le visage encore et encore, alors que Gio ne pouvait que lever les bras pour se défendre. Gio pensait qu'il allait mourir. Après un moment, Dohon s'est arrêté et a attrapé la tête de Gio, lui ordonnant de se lever. Dohon a clairement fait savoir que Gio ne s'en tirerait pas si facilement aujourd'hui. Alors qu'il était traîné comme un chien, Gio s'est demandé pourquoi il devait vivre comme ça. Pourquoi ne pouvait-il pas riposter, ne serait-ce qu'une seule fois? Il était toujours terrifié quand il voyait le visage de Dohon. Chaque fois, son esprit se vidait et son corps se figeait complètement, puis il a eu une révélation. La solution n'était pas le courage, c'était de la géométrie de base. S'il ne pouvait pas regarder le visage de Dohon, il n'avait qu'à déplacer le corps de Dohon. Gio l'a poussé en avant juste au moment où le légendaire camion-kun arrivait pour une livraison prévue. Normalement, c'est le moment où le harceleur est envoyé dans un monde fantastique pour devenir un roi démon. Mais dans cet univers, la physique dit simplement non et Dohon se fait aplatir comme une craie. Satisfaisant? Oui. Légal? Absolument pas. De retour au chantier, les deux laquais de Dohon attendaient avec la nourriture qu'il avait achetée, riant de l'humiliation de Gio. Soudain, ils ont entendu du bruit et se sont frayé un chemin à travers la foule. Quand ils ont vu ce qui se trouvait devant eux, leurs visages sont devenus blêmes d'horreur. Pendant ce temps, Gio courait pour sa vie, bousculant les gens dans la rue. Personne n'osait l'affronter car l'expression sur son visage était absolument terrifiante. Quand Gio a finalement repris ses esprits, sa colère s'est estompée et ses bras se sont mis à trembler. Il venait de pousser Dohon devant un camion. Il allait tout recommencer à partir de là. Peu importe le prix, il allait survivre dans ce monde cruel et impitoyable. Cette nuit-là, Gio était allongé dans son lit, la couverture sur la tête, noyé dans la culpabilité. Il n'arrêtait pas de penser qu'il devrait se rendre, car ce secret ne resterait pas caché longtemps. Il revivait le moment où Dohon avait été percuté, comment il avait immédiatement filé sans se retourner. Ses pensées intérieures le déchiraient. Une partie de lui croyait que ce qu'il avait fait était trop extrême. L'autre partie insistait sur le fait que s'il ne l'avait pas fait, c'est lui qui serait mort à la place. Finalement, il accepta une vérité. Il voulait vraiment se venger. Le lendemain, Gio a supposé que ce serait son dernier jour en tant qu'élève. Alors il a marché lentement vers l'école, ignorant tout ce qui l'entourait. Son esprit était inondé d'images de Dohon. Il voulait entrer dans la classe sans voir ce visage. Alors qu'il montait les escaliers, rien d'inhabituel ne s'est produit. Gio a commencé à se demander si l'état de Dohon n'était pas plus critique qu'il ne le pensait, ce qui signifiait que ses blessures étaient pires. Pendant un bref instant, son visage s'est illuminé d'espoir. Si c'était vrai, alors peut-être qu'il ne serait plus harcelé. Mais ensuite, il a écrasé cette pensée lui-même. Il avait commis un crime. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se fasse arrêter. Debout devant la porte de la classe, Gio avait trop peur pour l'ouvrir. Des scénarios horribles se déroulaient dans son esprit.
Et s'il y avait une escouade de policiers qui l'attendaient à l'intérieur pour l'arrêter? Il a nerveusement entrouvert la porte et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. La salle de classe semblait tout à fait normale, rien à voir avec le cauchemar qu'il avait imaginé. Le bavardage habituel remplissait la pièce. Les élèves modèles étudiaient avec diligence. Tout était pareil, à une chose près, le siège de Do-won était vide. Le cours a commencé et le professeur s'est tenu à l'avant avec une triste nouvelle. La nuit dernière, Do-won a eu un accident de la circulation en rentrant de l'école. Il était actuellement dans le coma avec de graves blessures. La classe a éclaté en chuchotements. Le professeur s'est raclé la gorge, a demandé le silence, puis a continué. Selon l'enquête de police, l'accident s'est produit parce que Do-won avait traversé la rue illégalement. À cet instant, tout a explosé dans l'esprit de Jo. Est-ce que ça voulait dire qu'il était tiré d'affaire? Il a serré la mâchoire et s'est couvert le visage, essayant de se calmer. Il refusait de se laisser penser ainsi, car cela ne le rendrait pas différent de gens comme Do-won. Alors Jo a décidé qu'il se rendrait pour apaiser sa culpabilité. Mais ensuite, il a pensé à profiter de cette vie paisible juste quelques jours de plus. Une vie sans violence, sans menace, sans s'inquiéter d'affronter Do-won après l'école. Jo a pleuré sur son sort. La vie était si belle et maintenant il devait y renoncer. Pendant qu'il sanglotait, deux des laquais de Do-won se sont approchés. L'un d'eux a pointé Jo du doigt et l'a accusé d'avoir poussé Do-won. Jo a immédiatement cessé de pleurer, son visage figé par le choc. L'autre laquais a tiré son ami en arrière et s'est excusé, disant que son ami était juste indiscret. Mais alors qu'il s'éloignait, le premier a insisté sur le fait qu'il avait vu Jo et Do-won ensemble hier. Ignorant leur chuchotement, Jo a regardé autour de lui dans la classe. L'atmosphère avait complètement changé. Les jeunes qui le harcelaient avant ne l'embêtaient plus. Il s'est avéré que sans le chien alpha, la meute de chiots était inutile. La salle de classe était devenue paisible. Debout près de la fenêtre, Jo s'est dit que si tout changeait pour le mieux, cela ne signifiait-il pas qu'il avait en fait quelque chose de bien? Si le destin l'avait arrangé ainsi, alors advienne que pourra. Il l'accepterait. Mais juste à ce moment-là, Jo a aperçu une voiture de police entrer par le portail de l'école. Tout le monde a commencé à s'agiter, se demandant qui les flics étaient venus arrêter. Puis quelqu'un a ouvert la porte et a appelé le nom de Jo à haute voix, le faisant sursauter. Le professeur principal le convoquait à la salle des professeurs pour quelque chose d'urgent. Le choc se lisait sur son visage. Même s'il s'était préparé mentalement, le coup l'a frappé comme une tonne de briques. Selon l'officier, Jo était en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Tout est devenu noir autour de lui. Le professeur principal a essayé de le défendre, insistant sur le fait que la police devait se tromper puisqu'il avait dit que c'était un accident, mais les preuves étaient irréfutables. Les images de vidéosurveillance montraient Jo le poussant, et le contexte n'existe apparemment pas dans le système judiciaire. Le doux rêve était terminé. C'est vraiment incroyable comment le système scolaire fonctionne. Tu peux être utilisé comme meuble humain pendant 3 ans et tout le monde dort. Mais à la seconde où tu te défends, il convoque le FBI, les Avengers et la Cour suprême pour te renvoyer. La justice n'est pas aveugle, elle est juste vraiment stupide. Jo a commencé à pleurer, mais pas par regret pour ce qu'il avait fait. Il a pleuré parce que la société ne voyait qu'une seule version de l'histoire. Ils l'ont condamné sévèrement. Chaque accusation était comme une pierre massive qui lui écrasait le cœur. Le jour de l'interrogatoire est arrivé, le tribunal a statué que le crime de Jo constituait une tentative de meurtre, ce qui équivalait à un meurtre. Mais heureusement pour Jo, considérant qu'il avait été victime du harcèlement de Do-won et que l'incident s'était produit après avoir été forcé à boire jusqu'à l'ivresse, le tribunal a décidé de réduire sa peine. Il a été condamné à 2 ans de probation, donc Jo n'irait pas en centre de détention. Mais ce n'était pas le pire. Sa propre famille lui a tourné le dos. Son père lui a dit froidement de régler ses problèmes scolaires lui-même. Un conseil de discipline a eu lieu à l'école et chaque accusation visait le garçon harceleur. Il était considéré comme une honte pour l'établissement. Il n'a pas été autorisé à se défendre ou à expliquer ses actions. La conclusion était simple, avec effet immédiat, Jo était renvoyé. Son visage est devenu vide, comme s'il ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il a marché lentement dans le couloir, ignorant le nombre de personnes qui le regardaient et chuchotaient sur lui. Certains étaient confus, d'autres se moquaient de lui et certains sympathisaient même. Jo a tout entendu. Il a serré les poings de frustration. Ces gens étaient des démons sans cœur. Il ne comprenait pas comment il pouvait dire de telles choses alors qu'il avait été une victime chaque jour. Si l'école était un enfer, alors le seul endroit qui lui restait devait être sa maison. Mais la vie n'était pas un rêve. Jo s'est agenouillé devant sa porte, mais son père s'est détourné et lui a dit de quitter la maison immédiatement. Ces mots l'ont frappé comme la foudre. Les larmes et la morve coulaient sur le visage de Jo. Il s'est levé et est sorti. En partant, il a jeté un regard en arrière sur sa famille. L'atmosphère était si sombre, c'était suffocant. Cette nuit-là, il a plu à verse. N'ayant nulle part où aller, Jo a simplement erré sans but dans les rues. Il ne comprenait toujours pas comment les choses en étaient arrivées là. Il n'a jamais voulu faire toute une histoire de quoi que ce soit. Il voulait juste vivre une vie normale. Mais l'école et même sa propre famille l'avaient abandonné.
Perdu et sans direction, Gio a tourné dans une ruelle sombre. Soudain, un groupe de voyous est apparu devant lui. C'était la même bande qui traînait avec Daewon et le harcelait. Gio n'aurait jamais imaginé qu'il ne le laisserait toujours pas tranquille. Les 4 délinquants ont ricané. L'un d'eux a dit que Gio pensait pouvoir rentrer chez lui tranquillement après ce qu'il a fait à Daewon. Il devait inviter des amis pour une bonne raclée. Puis tous les 4 l'ont attaqué. Les coups pleuvaient sur le corps frêle de Gio comme une tempête. Il ne pouvait que se couvrir la tête et encaisser les coups. On aurait dit que chaque os de son corps se brisait. Il ne pouvait pas se défendre contre 4 grands gaillards. Après le passage à tabac, le chef a marché sur la tête de Gio et a dit que peu importe à quel point Daewon l'avait maltraité, ce que Gio avait fait était le mal incarné. Alors ils allaient le forcer à s'excuser au nom de Daewon. Le chef a exigé que Gio aboie comme un chien en guise d'excuse. S'il refusait, il le frapperait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. À ce moment-là, Gio a pensé à son misérable destin et à l'injustice de ce monde. Daewon l'avait fait tomber des dizaines, peut-être des centaines de fois et il ne lui était jamais rien arrivé. Mais Gio s'est défendu une fois et maintenant, c'était lui le méchant. Gio a crié. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait fait de mal. Les vrais chiens, c'étaient ces animaux de meute qui suivaient les ordres. En entendant ces mots irrespectueux sortir de la bouche de Gio, le gars à la veste jaune a perdu son sang-froid. Il s'est penché, a attrapé Gio à la gorge et a commencé à le frapper au visage à plusieurs reprises sans pitié. Il voulait frapper Gio jusqu'à ce qu'il ferme sa bouche pour de bon. Dans ce moment de danger de mort, l'instinct de survie de Gio a pris le dessus. Il a tendu la main sur le côté et a attrapé une brique. Le voyou a réalisé ce qui se passait, mais il était trop tard pour esquiver. La brique s'est écrasée directement sur sa tête. Un craquement écœurant a résonné dans la ruelle. Gio est devenu fou furieux. Il s'est assis sur le gars et a utilisé la brique pour faire exactement ce qu'on venait de lui faire. C'était une scène horrible, du sang partout. Le voyou à la veste jaune était maintenant inconscient, se tenant la tête. À cet instant, Gio a su ce qu'il devait faire. Les autres gars ont commencé à avoir peur car Gio tenait toujours la brique et les fixait avec une concentration intense. Une idée audacieuse s'est formée dans son esprit. Il voulait tuer chaque personne qu'il avait harcelée. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait enfin vivre en paix. Mais la vie n'était pas si simple. En infériorité numérique et surpassé, le visage de Gio s'est tordu de désespoir. La réalité, c'est qu'il était perdant tant en quantité qu'en qualité. C'était un combat à 5 contre 1. Gio avait une brique et ils avaient des battes. L'expression de Gio est devenue sauvage. Sans un mot, ils se sont tous précipités sur lui en même temps, chacun attaquant d'un angle différent. Gio ne pouvait que se couvrir à nouveau la tête, mais cette fois, c'était différent du scénario habituel. Il savait qu'il devait se défendre. Gio a balancé la brique sauvagement, frappant qui il pouvait. Étonnamment, ça a marché. Un gars a été touché à la main, a lâché sa batte de douleur et a titubé sur le côté en gémissant. En retour, Gio a reçu un coup de batte derrière la nuque et s'est effondré. Ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Après un moment, 2 d'entre eux ont attrapé Gio par les bras et l'ont forcé à se relever. Le chef lui a attrapé les cheveux et a exigé de savoir pourquoi Gio ne lui répondait pas. Est-ce que Gio pensait qu'il ne ferait rien? Il a dit à Gio de lever la tête et d'aboyer comme avant. Au moment où Gio a levé son visage ensanglanté avec cette expression terrifiante, le chef a reculé et a lâché que Gio était fou. Le regard flippant dans les yeux de Gio l'a énervé encore plus. Il a planté sa batte directement dans le visage de Gio, pensant que ce serait la fin. Mais ensuite, un nouveau personnage est apparu, tenant une tasse de nouilles instantanée. Il a demandé nonchalamment au voyou ce qu'il faisait chez quelqu'un d'autre, ignorant complètement le fait qu'un gamin se faisait transformer en steak haché par terre. Ce type avait ses priorités. Les ramants d'abord, la prévention de l'homicide après. Pendant un instant, les voyous se sont demandé d'où venaient ce sans-abri et pourquoi ils gâchaient leur plaisir. Ils ont gardé leur attitude arrogante. Le chef a demandé si ce type prétendait que le chantier de construction lui appartenait. Il l'a traité de clochard et lui a dit de dégager pendant qu'il était encore gentil. L'étranger est resté complètement calme et a insisté sur le fait qu'il ne plaisantait pas. C'était chez lui. Il a montré la brique par terre et a dit que c'était son oreiller. Dommage, elle était maintenant couverte de sang. Le voyou aux cheveux violets n'y a pas cru et s'est approché pour l'intimider. L'étranger s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Avant que le voyou puisse se sentir suffisant, la tasse de nouilles a volé droit sur son visage. L'étranger a sauté et lui a asséné un coup de pied parfait en pleine tête. La scène horrible a laissé tout le monde figé, mais leur mentalité de meute a pris le dessus et ils ont tous chargé. Le résultat a été brutal. On dirait qu'ils s'en étaient pris à la mauvaise personne. En quelques minutes, chacun d'eux a été mis à terre sans effort. Quand le chef a vu sa bande complètement détruite, il est devenu furieux. C'était son tour maintenant. Il pensait qu'il s'en sortirait mieux, mais d'un seul coup de pied, il a perdu toute capacité à se défendre. Gio ne croyait pas ses yeux. Même si le style de combat de ce type était un peu étrange, il devait admettre que l'homme était incroyablement fort. Il avait détruit à lui seul toute la bande de Daewon avec facilité. La scène a changé pour montrer les conséquences. Le chef se faisait tordre l'oreille et recevait des pichenettes sur le nez sans pitié.
Les pichenettes brutales sur le nez l'ont fait implorer pitié, mais l'étranger a juste souri et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il n'allait pas mourir d'un saignement de nez. En regardant la raclée, Gio se sentait profondément satisfait. Gio s'est approché lentement de l'étranger et a pris la parole. Même s'il ne savait pas pourquoi ce type l'avait aidé, il était sincèrement reconnaissant. Mais attendez, il semblait y avoir un malentendu. Le type a précisé qu'il voulait juste mettre tout le monde dehors pour pouvoir manger ses nouilles en paix. Mais la tasse qu'il avait jetée au visage de ce voyou signifiait qu'il n'y avait plus de nouilles à manger. Se sentant rejeté, le visage de Gio s'est décomposé alors qu'il commençait à s'éloigner. Soudain, il s'est retourné et a tapé sur l'épaule de l'étranger. Gio l'a supplié de l'aider à devenir fort. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, le type s'est énervé et a failli frapper Gio au visage. Gio a fermé les yeux de peur, tout en continuant à supplier. Il a dit qu'il l'écouterait juste une fois et qu'il lui achèterait de nouvelles nouilles instantanées. En entendant le mot nourriture, l'étranger a immédiatement accepté. Gio l'a emmené acheter une tasse de nouilles pour remplacer celle qui avait été gâchée plus tôt. Après avoir entendu toute l'histoire de Gio, y compris la partie où il a poussé Dohon, l'étranger a ri de bon cœur et a dit qu'il commençait à aimer Gio. Mais quand il s'est agi d'apprendre à Gio à se battre, le type a dit non. Gio a semblé surpris. L'étranger a expliqué qu'en plus d'être une corvée, il y avait une raison plus importante. Gio ne s'était jamais battu auparavant et menait une vie normale. Il était comme une fleur qui avait été protégée dans une serre. S'il voulait apprendre à se battre, il devrait suivre ce type partout. Mais sortir et se lancer dans de vraies bagarres tuerait certainement Gio. Après avoir entendu cela, Gio a pratiquement crié qu'il pouvait le faire. Peu importe ce que ça coûterait, il s'adapterait. Il l'a supplié de lui apprendre. L'étranger a ignoré sa supplique et s'est retourné pour partir. Il a eu la décence d'avertir Gio qu'il n'était pas encore prêt. Il devrait juste rentrer chez lui et si Gio continuait à le suivre, il ne devrait pas le blâmer pour ce qui arriverait ensuite. Une fois de plus, Gio est tombé dans le désespoir. Il voulait juste changer sa vie. Pourquoi était-ce si difficile? Le lendemain, Gio n'était toujours pas prêt à abandonner. Il a secrètement suivi l'étranger. Sa seule pensée était que si le type ne voulait pas lui apprendre, il copierait tout ce que le type faisait par lui-même. Gio l'avait traqué toute la journée, documentant chaque action et chaque travail que l'étranger faisait. Gio a réalisé que ce type vivait comme un animal sauvage. Ce fut une expérience révélatrice. Alors il y avait vraiment des gens qui vivaient comme ça. Puis Gio a commencé à douter de lui-même. Est-ce que suivre ce type l'aiderait vraiment? Avant qu'il ait pu finir cette pensée, Gio a vu l'étranger tabasser un groupe entier de personnes. Le chef se faisait presser la bouche en implorant pitié, mais l'étranger n'avait aucune intention de le laisser partir. Les cris résonnaient dans la ruelle. Les dents du gars devaient être en bouillie sanglante maintenant. En voyant tout se dérouler, Gio a pensé que s'il faisait exactement ce que ce type faisait, il pourrait enfin se venger. Pendant ce temps, l'étranger avait clairement remarqué que Gio le filait. Le même scénario s'est répété. Quoi que fasse le type, Gio suivait et copiait. Finalement, ils se sont retrouvés dans une petite ruelle et l'étranger n'en pouvait plus. Il s'est retourné et a demandé pourquoi Gio le suivait depuis hier. Voulait-il toujours apprendre à se battre pour se venger? Pris en flagrant délit, Gio s'est figé une seconde puis a levé les yeux avec une expression avide et a répondu que, bien sûr, il le voulait. L'étranger a ri d'un air malicieux. Il a accepté d'apprendre à Gio à se battre. Gio était choqué. Il ne comprenait pas pourquoi le type avait soudainement accepté si facilement après l'avoir rejeté la veille. Gio pensait qu'il allait apprendre des arts martiaux. Au lieu de ça, l'étranger l'a conduit chez Park Jong-un. C'était le même gars qui avait battu Gio sur le chantier. Se souvenant de ce jour-là, Gio avait écrasé une brique sur l'un d'eux. C'était une bonne décision mais ce n'était pas suffisant. Il lui a dit que s'il voulait qu'il lui apprenne, il devait démolir Park Jong-un. Pendant ce temps, Jong-un était furieux. Il a appelé sa bande et a mobilisé tout le monde pour traquer Gio et le type qui l'avait attaqué. Mais d'une manière ou d'une autre, Gio était déjà perché sur un mur derrière lui, comme un loup traquant sa proie. Et l'étranger était nonchalamment appuyé en dessous, une cigarette toujours à la bouche, passant complètement inaperçu. Un jour à l'école, Jong-un avait soudainement approché Gio et s'était excusé pour tout ce qu'il avait fait. Des choses comme baisser son pantalon devant les filles ou le forcer à boire les eaux des toilettes. Jong-un était un acteur de premier ordre. Son visage avait l'air si sincèrement triste que Gio l'a vraiment cru et lui a tendu la main pour la serrer et faire la paix. Mais au moment où leurs mains se sont touchées, Jong-un a joué un sale tour. Il serra la main de Gio de toutes ses forces. C'était comme si sa main allait être écrasée. Jong-un était grand et athlétique. Il faisait partie de l'équipe de baseball avant de se faire virer pour avoir agressé d'autres membres. La force de sa poigne était d'un tout autre niveau. C'est pourquoi Gio n'avait jamais pu se défendre contre lui. Le cri de douleur de Gio résonna, mais Jong-un ne montra aucune pitié. Au lieu de ça, il le menaça en disant qu'à partir de maintenant, il s'excuserait auprès de Gio comme ça tous les jours. De retour au présent, Gio hésita. Il n'arrêtait pas de se dire de ne pas avoir peur. S'il s'en tenait au plan, tout irait bien. Du haut du mur, Gio sauta et donna un coup de pied en plein dans le dos de Jong-un,
l'envoyant la tête la première au sol. L'étranger qui observait sur le côté dut admettre qu'il était impressionné par ce mouvement. Gio atterrit sans encombre. Il pensa qu'il avait réussi et ressentit une vague de joie, mais ce bonheur fut de courte durée. Jong-un frappa Gio en plein visage sans se retenir. Le corps entier de Gio trembla de douleur. Jong-un se frotta le cou et grimaça en se demandant qui c'était. Puis il réalisa que ce n'était autre que le perdant de Gio et, juste comme ça, Jong-un déchaîna un passage à tabac brutal. Gio ne pouvait pas du tout se défendre. L'étranger qui regardait avait une expression agacée sur le visage. Le premier mouvement semblait correct, mais maintenant c'était fini. Il se dit qu'il n'y avait plus besoin de tester Gio. Ce passage à tabac faisait plus mal que tous les précédents réunis. Pendant que cela se produisait, Jong-un donna un coup de pied à Gio en plein dans les côtes. Il regarda Gio avec arrogance, lui rappelant qu'il était un ancien joueur de baseball. Quelqu'un d'aussi petit et faible que Gio ne pourrait jamais rien lui faire. Alors qu'il marchait lentement vers Gio, un sac en plastique vola soudainement au visage de Jong-un. Gio s'était relevé pour se battre. Cela surprit un peu l'étranger. Saisissant l'occasion pendant que Jong-un ne pouvait pas voir, Gio chargea comme s'il volait. Mais au lieu de donner des coups de poing, il enroula simplement ses bras autour du ventre de Jong-un pour essayer de le plaquer au sol. Le résultat fut que Gio se fit encore contrer. Jong-un le plaqua contre le mur et continua de le frapper. Plus tôt, Gio avait étudié le style de combat de l'étranger, mais c'était complètement inutile. Quand Jong-un le cloua au mur, Gio essaya même de lui crever les yeux avec 2 doigts. Mais une fois de plus, ce fut un échec. Jong-un attrapa ses 2 doigts et les tordit en arrière, faisant hurler de douleur Gio. Jong-un était absolument furieux. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un d'aussi pathétique que Gio, qui n'était bon qu'à lécher ses chaussures, ait osé se défendre. Son visage se tordit de rage. Pendant ce temps, Gio ne reculait pas non plus. Il avait changé. Il n'était plus le gamin effrayé qui battait en retraite. Il a commencé à répondre en disant qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Les vrais chiens étaient des animaux de meute comme eux. Cette attitude rendit Jong-un fou. Il se mit à gifler Gio encore et encore, exigeant qu'il abandonne ce regard. La tête de Gio tournait, mais il n'avait qu'une seule pensée. Il voulait que ces gens souffrent. À cause d'eux, sa vie entière avait été bouleversée. Plus tôt, Gio avait demandé à l'étranger pourquoi il devait apprendre en combattant Jong-un. S'il pouvait le battre, alors pourquoi diable chercherait-il l'aide de l'étranger? L'étranger ne répondit pas, se contentant de se retourner et de s'éloigner en rappelant une dernière fois à Gio que s'il n'était pas encore prêt, il devait rentrer chez lui. Gio lui a dit qu'il n'avait aucune chance en pleurnichant face à Jong-un. L'étranger a juste souri en disant que dans un combat de rue, tout est possible. Aucune tactique n'est nécessaire. Utilise simplement tout ce que tu peux pour gagner. De retour au présent, l'étranger était sur le point de partir car Gio était déjà cuit. Mais il entendit alors un bruit étrange derrière lui. Il se retourna, le visage rempli d'incrédulité face à ce que Gio avait fait. Gio a sorti le coup ultime. Il a sorti un couteau enveloppé dans du papier journal et l'a pointé droit sur le ventre de Jong-un. Jong-un avait l'air terrifié. Combiné à l'expression folle sur le visage de Gio, il se figea complètement. Saisissant l'occasion, Gio a projeté Jong-un au sol d'un coup de pied. C'était logique. Même si tu es confiant dans ta force, face à un fou tenant un couteau, qui pourrait rester calme? Jong-un a essayé de fuir, mais s'est retrouvé dans une impasse. Il se retourna, effrayé, pour voir Gio s'approcher telle la faucheuse, couteau à la main, venant chercher son âme. Maintenant, c'était au tour de Gio de contre-attaquer. Il n'arrêtait pas de frapper Jong-un à la tête tandis que Jong-un ne pouvait que se protéger, craignant qu'un faux mouvement ne pousse Gio à le poignarder. Après s'être fait battre un moment, Jong-un a levé les mains en signe de reddition et a imploré pitié. Il semblait que ses côtes étaient cassées. Il s'est excusé d'avoir harcelé Gio. Mais est-ce que ça allait vraiment être aussi facile? Gio continuait de lui foncer dessus, poursuivant le passage à tabac. Ce que Jong-un endurait maintenant n'était rien comparé à ce que Gio avait subi 100 fois plus. Gio avait vécu dans l'humiliation, à moitié mort. Même s'il s'était agenouillé et avait supplié, qui lui avait montré de la pitié, le désespoir l'envahit au point que Gio ne pouvait penser qu'à la mort. Penser à ces choses fit perdre sa concentration à Gio un instant. Jong-un attrapa rapidement son bras et essaya de lui arracher le couteau. Avec une force écrasante, Jong-un réussit à reprendre l'avantage. Il ne montra aucune pitié, tout comme Gio, et planta directement le couteau vers le bas. L'étranger qui regardait fut choqué, mais aucune catastrophe ne se produisit. Quand le couteau descendit vers la jambe de Gio, il révéla sa vraie nature. Ce n'était qu'une règle enveloppée dans du papier journal. Réalisant qu'il avait été trompé, Jong-un devint encore plus furieux. L'étranger qui observait le combat eut une nouvelle perspective sur Gio. Il s'est avéré que Gio avait suivi ses enseignements du début à la fin. Mais penser à utiliser une règle déguisée en couteau, à ce moment-là, montrait une vivacité d'esprit et une capacité d'adaptation exceptionnelle. Cependant, ce n'était toujours pas suffisant. Une fois de plus, Gio encaissa des coups brutaux de Jong-un. Sa rage atteignit son paroxysme. Il se fichait que Gio s'évanouisse ou meure sous ses coups,
car il était le fou Park Jong-un de l'équipe de baseball et il le rouait de coups. Puis il sentit quelque chose de mouillé sur sa tête. Pensant que c'était de la pluie, il leva les yeux pour se rendre compte que l'étranger lui avait versé du thé glacé sur la tête. Le sang bouillant et l'esprit embrumé, Jong-un ne se souvenait plus que le type en face de lui était en fait celui qui l'avait tabassé auparavant. Il chargea l'étranger. Mais avant même de pouvoir s'approcher, il fut projeté en l'air par un coup de pied. Après s'être occupé de Jong-un, l'étranger regarda Jio avec regret et dit qu'il avait échoué. Il ne pouvait pas lui apprendre à se battre. En entendant cela, Jio ne put contenir sa frustration. Il était si près de gagner. Jio frappa le sol, montrant son impuissance. Peut-être qu'il se ferait harceler par eux toute sa vie. Soudain, l'étranger s'accroupit devant Jio et lui demanda s'il voulait toujours devenir plus fort. Si oui, il lui donnerait une dernière chance. Mais cette fois, ce serait beaucoup plus difficile. Pourrait-il le faire? En entendant cela, Jio fondit en larmes car une fois de plus, il avait une chance de changer son destin. Après cela, l'étranger emmena Jio quelque part sans dire un mot. Quand Jio finit par demander, l'étranger répondit en demandant si Jio pensait que les jeunes de l'école étaient les pires voyous du monde. Si c'était le cas, cette façon de penser était trop simple. Les jeunes de l'école n'arrivaient même pas à la cheville de ces types. Le visage de l'étranger devint inhabituellement sérieux. Il dit à Jio que quitter l'école n'était pas la fin. Il y avait encore la vie sombre de la société dehors. Les voyous des rues qui n'ont rien à perdre étaient les plus dangereux. L'expression de l'étranger devint sombre en les mentionnant, et l'endroit où il se trouvait était le centre, le lieu de rassemblement de ces gens dangereux. Jio tressaillit nerveusement. Il ne comprenait toujours pas pourquoi le type l'avait amené ici ni dans quel but. Jio fut conduit à une maison et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'étranger le poussa à l'intérieur d'un coup de pied avec un sourire sinistre, lui disant de trouver un moyen de survivre ici. La porte se referma lentement, laissant Jio confus. Soudain, 3 personnes apparurent, 2 garçons et une fille. Le visage de Jio pâlit. Le chef semblait être le type aux cheveux rouges. Il s'assit avec arrogance sur une chaise et demanda à Jio s'il était venu ici pour vivre et apprendre à se battre. Jio, à genoux sur le sol, répondit immédiatement oui. Le groupe réalisa rapidement que c'était Johan qui avait amené Jio. Mais après un rapide interrogatoire pour voir si le gamin avait des compétences, le verdict fut unanime. Jio était absolument inutile. Le rouquin, Job, voulait le mettre dehors immédiatement mais il ne pouvait pas défier la décision de Johan. Alors cette nuit-là, Jio fut jeté dans la buanderie pour dormir. Job eut un sourire narquois et lui dit de ne pas s'installer confortablement. Il devrait les rembourser avec son corps. Jio pâlit en pensant au pire, mais détendez-vous. Job a juste une façon de parler horrible. Il voulait simplement dire du travail manuel. À partir de ce jour, Jio devint le nettoyeur de la maison, récurant les toilettes et passant la serpillière, mais étonnamment, il ne se plaignit pas. Il se sentait en fait chanceux d'avoir un toit sur la tête sans se faire tabasser. Ça montre vraiment à quel point sa vie est tragique pour qu'il considère récurer les toilettes d'un gang comme une énorme amélioration par rapport au lycée. Tôt le lendemain matin, après être sorti et avoir observé les gens du quartier pendant quelques jours, Jio réalisa qu'il était vraiment plus sauvage que tous ceux qu'il avait jamais rencontrés. Il soupçonnait que cet endroit rassemblait tous les adolescents fugueurs du monde. Par accident, Jio croisa le regard d'un type à l'air extrêmement dur. Jio baissa la tête et continua tout droit en priant silencieusement pour qu'il le laisse passer. Mais alors qu'il s'approchait, le type exigea qu'il s'arrête. Ce type cherchait la bagarre sans raison, demandant si Jio voulait toucher les jambes de sa copine. Il exigea une réponse, disant que si Jio s'inclinait et s'excusait, il envisagerait de le laisser partir. Jio se dit que ce type le harcelait pour se la péter devant sa copine. Jio se souvint des mots de Johan sur le fait de trouver un moyen de survivre dans ce repère de voyous. Voyant le silence de Jio, le type était sur le point de l'assommer. Quand le sac dans la main de Jio tomba, Jio frappa le type le premier de manière préventive. Le type se figea, non pas parce qu'il était surpris par Jio, mais par qui était apparu derrière lui. Job se tenait derrière Jio depuis le début. Le voyou fut balayé sur le côté et Job rentra à la maison avec Jio. Le voyou était furieux, mais son acolyte l'arrêta, expliquant que les gens en face d'eux faisaient partie de la famille Johan. Mais le voyou voulait toujours régler ses comptes avec Job et Kim Taek. Avec un couteau à cran d'arrêt à la main, il chargea droit sur Job, mais d'une seule main, Job lui écrasa la tête au sol. Cela choqua tout le monde. La force de Job n'était pas une blague, comparable à celle de Johan. Il était du genre à saluer les gens avec ses poings. Voyant leur chef mis KO d'un seul coup, le gang s'enfuit immédiatement. Job ricana, quelle bande de perdants. Jio regarda le type allongé par terre, transpirant nerveusement. Il se dit, est-ce que tous les amis de Johan sont aussi forts? Après un moment, le type qui s'était fait battre se réveilla, furieux. Il ne pouvait que se cogner la tête contre le mur pour se défouler, criant qu'il voulait éliminer ce type, Job, et toute la famille Johan. Soudain, une personne mystérieuse apparut et demanda si c'était vrai. Si oui, il aiderait ce gang de voyous. Cela choqua le voyou. Pendant ce temps, Job ne prêta pas beaucoup d'attention à l'incite du matin. Il dormait paisiblement à la maison, ignorant que quelqu'un l'observait de l'extérieur de sa fenêtre.
Ce n'était autre que ce voyou. Il avait trouvé une grosse bonbonne de gaz et en pompait le contenu dans la maison pour essayer d'asphyxier tout le monde. Gio dormait quand il ressentit soudain le besoin d'aller aux toilettes. En bâillant, il ouvrit la porte et l'odeur de gaz le frappa de plein fouet. Job et l'autre gars s'étaient probablement déjà évanouis. Sachant qu'il n'y avait pas d'autre choix, Gio devait ouvrir la porte pour ventiler, sinon tout le monde suffoquerait. Gio se précipita vers la porte et percuta de plein fouet le visage du voyou. En voyant la personne par terre, Gio le reconnut immédiatement, c'était celui de ce matin. Le voyou, réalisant qu'il avait été surpris, s'enfuit à quatre pattes. En regardant à l'intérieur de la maison, Gio comprit rapidement que le type visait cette famille. Le visage de Gio devint plus paniqué que jamais. Il courut hors de la maison comme si sa vie en dépendait. Plus tôt, il avait déplacé tout le monde à l'étage, ce qui pourrait les aider à se réveiller bientôt. Quant au voyou, il courut un moment avant de s'arrêter, épuisé et à bout de souffle. Il ne savait toujours pas pourquoi ce gamin ne dormait pas dans la même chambre que les autres. Sinon, il aurait réussi à tous les éliminer. À ce moment précis, Gio apparut de nulle part. Gio savait qu'il était inutile, mais maintenant, les choses étaient différentes. Ce qu'il voulait le plus, c'était se débarrasser des ordures comme ce type. Pour en revenir à plus tôt, Gio avait suivi Job toute la journée. Même si Job disait que c'était agaçant et voulait se débarrasser de lui, Job ne comprenait toujours pas pourquoi ce gamin, Gio, était si obsédé par l'idée d'apprendre à se battre. Gio, avec une expression suppliante, expliqua que lorsqu'il a vu Job abattre ses voyous d'un seul coup de poing, il a souhaité pouvoir faire de même. Job détestait avoir Gio dans les parages. Il fronça les sourcils et se dit, cet idiot ne comprend-il pas ce que signifie agaçant? Et où est Johan? Pourquoi met-il autant de temps? Il devait venir emmener ce gamin gênant. Puis Job a remarqué une corde à sauter à proximité. Une idée lui est venue à l'esprit. Il l'a lancée à Géo. Job n'avait pas de grandes attentes, alors il n'a pas fixé de nombre précis de sauts à Géo. Mais qu'il est bluffé ou non, Job a prétendu qu'à son apogée, il pouvait faire 100 000 sauts à la corde en une seule session. En entendant ça, le visage de Géo est devenu tout pâle. Un autre jour passa, Job bâilla et se demanda où était passé ce satané Géo. Il n'était pas rentré de la nuit. Soudain, Job se souvint de quelque chose. Il s'est rappelé qu'il avait pas mal exagéré hier. Ce gamin de Géo, pourrait-il vraiment essayer de faire 100 000 sauts? Mais il n'était sûrement pas aussi stupide. Cependant, quand Job est monté sur le toit, sa mâchoire s'est décrochée. Géo était toujours là, ressemblant à un zombie sous overdose de caféine. Il avait fait 47 000 sauts. Faisons une pause pour apprécier la logique de Manhwa ici. Cela représente environ un saut par seconde pendant 13 heures d'affilée sans eau, sans pause pipi, et sans que ses rotules n'explosent en poussière. Mais Job devait encore faire semblant, lui tournant le dos et disant que Géo était un idiot s'il pensait devenir fort comme lui avec seulement 100 000 sauts à la corde. Arrête de rêver. Maintenant, arrête et va faire la vaisselle. De retour au présent, Géo lançait continuellement des coups de poing au voyou. La différence de niveau de compétence était évidente. Le voyou a bloqué un coup de poing et a immédiatement contre-attaqué. Gio a encaissé le coup. Le voyou ne voulait pas faire traîner les choses. Donc, après avoir mis Gio à terre, il a immédiatement essayé de s'enfuir. Mais Gio était aussi tenace qu'une sangsue. Il a refusé de lâcher et l'a poursuivi, voulant un combat à mort avec ce type. Le voyou s'est énervé, s'est retourné et a balancé son poing au visage de Géo. Géo est tombé, se tenant le visage de douleur. La raison pour laquelle le voyou s'enfuyait, c'est qu'il avait peur d'être attrapé vivant, ce serait la fin de sa vie. Mais après seulement 3 pas, Gio, toujours au sol, a attrapé sa jambe et ne l'a pas laissé s'échapper. Cette prise à la jambe a fait perdre l'équilibre au voyou qui a dévalé les escaliers. Cette chute a dû faire très mal. Son corps tout entier tremblait sans arrêt. Gio a couru rapidement et a de nouveau attrapé le voyou. Juste au moment où il semblait l'avoir attrapé, une lame tranchante a soudainement frôlé le visage de Gio. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Le voyou, voyant qu'il ne pouvait pas battre Gio, avait sorti une arme. Le corps entier de Gio s'est figé. Maintenant, il comprenait ce que ça faisait d'affronter quelqu'un tenant un couteau. Le voyou avait changé Davis. Il a dit à Gio qu'il ne s'enfuyait pas parce qu'il avait peur de lui et que maintenant il allait lui montrer ce que signifiait le regret. Une rafale de coups de couteau s'est abattue sur Gio. Il ne pouvait que reculer et esquiver. N'ayant nulle part où aller, il a trébuché sur des ordures à côté de lui. Profitant de ce moment, le voyou a voulu poignarder Gio, mais Gio a rapidement attrapé une planche de bois à proximité pour bloquer, mais la planche a été coupée en deux. En voyant cela, le voyou était tout content. Cette fois, Gio était fichu. Le couteau se rapprochait de plus en plus jusqu'à ce qu'une giclée de sang jaillisse. À ce moment-là, tout le monde dans la maison s'était réveillé. Leur tête était encore un peu étourdie. Kim Taek a vu la bonbonne de gaz et a immédiatement su qui avait essayé de leur faire du mal. Il ne savait toujours pas qui les avait sauvés. Il se demandait où était passé ce gamin de Géo. Job, assis sur le côté, a répondu que Géo était parti attraper le type qui avait libéré le gaz. Kim Taek était sceptique et ne croyait pas en Géo. S'il y allait, ce ne serait pas différent d'aller à sa propre mort.
Job a tourné la tête avec confiance et a dit que ce ne serait pas comme ça. Plus tôt, quand Job était encore inconscient, Géo l'avait giflé pour le réveiller. Dans son état second, Job avait promis à Géo que s'il attrapait ce salaud, Job le reconnaîtrait. C'est pourquoi Géo a risqué sa vie en poursuivant ce voyou. Mais maintenant, Géo réalisait que cette tâche dépassait ses capacités. Le couteau s'est avancé vers lui, mais Géo a osé utiliser sa main pour le bloquer. Cela a choqué le voyou. Géo était plus fou qu'il ne le pensait. Le visage de Géo s'est tordu en un sourire grotesque et c'était l'heure de sa contre-attaque. À ce moment-là, la détermination débordait de ses yeux. Géo a crié fort, attrapant le bras du voyou d'une main tout en positionnant ses jambes. Le voyou a reconnu la prise, alors il l'a rapidement contré. En un instant, il était content car il avait facilement deviné le mouvement de Géo. Mais cette joie n'a pas duré longtemps avant que Géo ne se mette à rire comme un fou. La véritable intention de Géo n'était pas de le jeter au sol, mais de le pousser par-dessus la rambarde en bas en utilisant son propre corps comme force de pousser. Ils sont tous les deux tombés d'Eno. Le couteau dans la main du voyou est également tombé. Géo n'a pas pu non plus éviter la douleur de la chute. Le voyou a roulé plusieurs fois avant de heurter le sol. Après la chute douloureuse, Géo a serré les dents et s'est relevé. En regardant sur le côté, il a vu son adversaire étendu, inconscient. Géo a ramassé une brique à proximité, prévoyant de le frapper à la tête pour en être sûr. Mais il a alors réalisé que le type n'avait plus la capacité de se battre. Quand ils sont tombés plus tôt, sa tête avait accidentellement heurté un poteau électrique. Géo s'est effondré au sol, épuisé, à bout de souffle. Il était heureux car il avait remporté sa première victoire dans la vie. Avant, cela n'existait que dans ses rêves. Il ne s'attendait jamais à ce que cela devienne réalité. Soudain, sentant quelque chose d'humide sur son ventre, il a baissé les yeux pour voir du sang, beaucoup de sang. Il s'est avéré que lorsqu'ils l'ont dévalé, le couteau tombé de la main du voyou s'était accidentellement planté droit dans l'estomac de Géo. Géo a perdu connaissance à cause de la perte de sang et s'est évanoui juste à côté du voyou. Quand Géo a ouvert les yeux, il s'est retrouvé à l'hôpital, entouré de Job et de ses amis. Heureusement pour lui, toute la bande les a découverts tout de suite et l'a transporté aux urgences. Sinon, sa petite vie aurait été difficile à sauver. Même si Géo se remettait encore de ses blessures, Job lui a quand même tapé sur l'épaule et l'a félicité. Quand Job et la bande sont arrivés, le voyou avait déjà été emmené. Bien que Géo n'ait pas attrapé le type, Job reconnaîtrait quand même cette victoire et il tiendrait toutes les promesses qu'il avait faites à Géo. Même Kim Taek avait reconnu Géo. Après avoir été absent pendant un moment, Johan est finalement apparu. Il a souri et a dit à Géo qu'il avait de la chance d'avoir survécu. Maintenant, il devait vraiment apprendre à se battre. S'il voulait abandonner, il devait le dire maintenant, face à une grande opportunité, un rêve que Géo chérissait chaque nuit. Comment pourrait-il abandonner? Sans hésitation, Géo a répondu qu'après sa sortie de l'hôpital, il commencerait à apprendre immédiatement. Après sa sortie de l'hôpital, les habitants de la maison ont montré leur gratitude en réalisant un de ses rêves, une soirée barbecue au porc. Kim Taek faisait griller de la viande tout en lui disant qu'il aurait dû demander quelque chose de plus grand. Géo mangeait comme s'il n'avait jamais mangé auparavant, se jetant sur la nourriture frénétiquement car il adorait vraiment la viande grillée. Géo s'est gratté la tête et a ri maladroitement. Si quelqu'un voyait cette scène, il penserait qu'il l'avait affamé. Juste après ces mots, les sanglots de Géo ont soudainement éclaté, choquant tout le monde. Job est immédiatement devenu la cible des reproches. Ça doit être parce qu'il a forcé Géo à manger du thon en conserve tous les jours que le gamin a fini comme ça. La bouche de Job s'est ouverte en signe de protestation. Tout le monde était clairement d'accord avec ça. Kim Taek s'est approché, confus, et a expliqué qu'ils étaient tous des fugueurs, tout comme lui. Ils étaient rudes, donc à l'époque, ils ne pouvaient pas partager de la viande avec un gamin au hasard qui débarquait pour profiter. Les yeux de Géo se sont remplis de larmes. Il comprenait ces choses. Il ne s'attendait juste jamais à ce que vivre de manière indépendante dehors soit si difficile. Il voulait juste vivre une vie normale, mais ça s'est terminé comme ça. Job a été le premier à répondre. Pensait-il être le seul à souffrir? Ils étaient tous comme lui. Tout le monde ici était pareil. Certains ont aussi été mis à la porte de chez eux, tout comme lui, donc ils comprenaient tous à quel point il était difficile de survivre dans la société. S'ils n'avaient nulle part où aller ou s'ils ne voulaient pas errer dehors, ça ne les dérangerait pas qu'ils restent. Ils n'avaient pas non plus à s'inquiéter de manger séparément comme avant. Bien que si cela arrivait, Job devrait probablement commencer à mendier juste pour avoir de quoi vivre. Mais ces gars étaient habitués à vivre librement, donc ça allait. Les autres ont aussi souri comme pour approuver Job. À ce moment-là, une sensation de chaleur a soudainement parcouru le corps de Géo. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas ressenti cette chaleur. Après ça, ils ont tous ri ensemble jusqu'à en oublier tout le reste. Cela faisait si longtemps que Géo n'avait pas ri comme ça. Après cet incident, sa vie a complètement changé. Géo n'avait plus à dormir dans la buanderie, mais maintenant il devait dormir avec une bande de gars aux membres surdéveloppés et aux habitudes de sommeil terribles. Il n'était pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose. Les gens de la maison ont aussi commencé à lui parler.
Même si tout le monde avait à peu près le même âge, il n'y était toujours pas habitué. Bien qu'il ait dit de diviser les tâches ménagères, Gio s'occupait toujours de la plupart des corvées comme avant. Au final, tout était quand même assez juste car les autres avaient tous des petits boulots pour gagner de l'argent. Seuls Géo et Johan restaient à la maison. Johan bâillait, puis il s'est souvenu qu'il était censé apprendre à Géo à se battre. Géo se demandait pourquoi Johan ne travaillait pas du tout, même pas les tâches ménagères. Johan a ri. Bien sûr, c'était parce qu'il était le patron. Peu de temps après, Johan s'est fait mettre à la porte par Job qui lui a dit d'aller gagner de l'argent. Il a dit que si Johan voulait diviser les tâches ménagères, alors il devait aussi travailler comme eux. Pourquoi écoutait-il ce type, Johan, qui ne pouvait même pas gagner un seul sou? Après que Gio ait gagné de l'argent, Job lui apprendrait à se battre. Gio était encore confus quand il a vu Johan au loin, tenant un balai et balayant la maison en l'encourageant. Donc, même le patron devait travailler, après tout. Après cela, Gio a été embauché par un voisin pour travailler dans une pizzeria de la ruelle. Cependant, dès son deuxième jour, il voulait déjà démissionner. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un viendrait dans une pizzeria et insisterait pour commander du soju. Le propriétaire du magasin ne lui a pas appris à travailler correctement et n'arrêtait pas de lui crier dessus pour faire des choses, puis de l'insulter. Gio a finalement compris ce que ces fugueurs devaient endurer. Il semblait qu'il devrait trouver un autre endroit. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir du magasin en courant, la fille du propriétaire est soudainement entrée dans le restaurant. Gio a été époustouflé par sa beauté au premier regard. Mais à ce moment précis, Naom s'est penché, a souri et l'a traité de mignon. Et juste comme ça, le visage de Gio est devenu plus rouge que la sauce à pizza. C'est hilarant à quel point les hommes sont simples. Un compliment d'une jolie fille et soudain le fait d'être sans abri, la violence des gangs et le traumatisme s'évaporent. Il est passé de « je vais détruire la pègre » à employé du mois en 0,5 secondes. Cette nuit-là, dans une ruelle vide, Johan venait de s'occuper d'un groupe de personnes. Il a marché sur la tête du dernier gars encore conscient et lui a ordonné d'appeler cette personne et de lui dire que s'il ne venait pas, Johan le trouverait et le tuerait lui-même. Le lendemain, Gio est allé travailler et Naom lui a enseigné patiemment. Il l'a regardé faire tourner la pâte à pizza avec habileté et s'est dit qu'elle était si belle. On a demandé à Gio d'ouvrir un bocal de cornichons, mais il était si faible qu'il n'arrivait même pas à dévisser le couvercle. Mais Naom n'a pas dit un mot de reproche, elle l'a juste ouvert doucement pour lui. Même quand Gio a bêtement cassé de la vaisselle, c'est Naom qui est venu nettoyer pour lui. Elle ne lui a pas seulement demandé s'il était blessé, mais l'a aussi aidé à garder le secret vis-à-vis de son père. Elle était vraiment un ange. Ce n'est que maintenant que Gio se sentait incroyablement reconnaissant envers Kim Taek de lui avoir trouvé un travail aussi merveilleux. Travailler avec un ange était une telle chance pour lui. S'il n'y avait pas ces clients ennuyeux, ce serait encore plus parfait. Mais quand on a affaire à des clients, il y aura toujours des gens comme ça. Un client fumait à l'intérieur du magasin et Naom le lui a fait remarquer. Mais au lieu d'éteindre sa cigarette, il a insulté Naom. Il est même allé jusqu'à lui jeter sa boisson dessus. En voyant cette scène, Gio ne pouvait plus garder son calme. Il voulait se précipiter et frapper le type. Juste au moment où il allait courir, le propriétaire du magasin l'a attrapé par le bras et lui a dit d'attendre un peu plus longtemps. Naom pouvait gérer ça. Pendant ce temps, Naom a simplement affiché un sourire professionnel et s'est excusé auprès du client. Le propriétaire du magasin s'est alors également approché pour s'excuser et a proposé d'offrir une nouvelle boisson au client. Gio a été surpris par l'attitude du propriétaire. Il ne s'attendait pas à ce que l'oncle doive s'humilier comme ça. Après cet incident, le magasin a fermé temporairement pendant un petit moment. Ce n'est qu'à ce moment-là que Gio s'est demandé pourquoi le propriétaire s'était comporté ainsi alors que sa propre fille se faisait intimider. Naom, tout en se séchant les cheveux, a dit qu'elle allait bien. Le propriétaire du magasin a soupiré avec une expression troublée, demandant à Gio ce qu'il essayait de lui apprendre. Voulait-il détruire son magasin? Naom a rapidement défendu Gio et a expliqué pourquoi il devait agir de cette façon. C'était parce que ce quartier comptait de nombreuses organisations dangereuses et il était très difficile pour les gens de reconnaître à quel point elles l'étaient. C'est pourquoi il devait être prudent avec des clients comme celui de tout à l'heure. Bien que parfois les gens en profitaient pour faire n'importe quoi. Le propriétaire du magasin a baissé la tête, impuissant. Il ne voulait pas non plus voir sa fille traitée comme ça, mais de nombreux magasins ont dû fermer parce qu'il se faisait harceler par eux. Il s'est pris la tête entre les mains, plein de regrets. C'était de sa faute. Quand il n'y avait pas d'autre moyen de gagner de l'argent, s'il voulait survivre ici, il devait simplement endurer. Nan regarda Gio et sourit. Elle le remercia de s'inquiéter, disant qu'elle allait vraiment bien. Tant que leur boutique pouvait continuer à fonctionner ici, elle pouvait aller à l'école et son père pouvait travailler. C'était déjà bien suffisant. Entendre ces mots toucha encore plus le cœur de Gio. Bien que Nan ait le même âge que lui, elle était tellement plus mature. Nan consola son père en larmes qui se sentait impuissant et retourna travailler. Au moment où Gio commençait à s'adapter à son travail, il était aussi temps pour sa première leçon de commencer. Sur le toit, Johan tenait un livre avec l'attitude d'un professeur expérimenté. La première chose quand on frappe quelqu'un, c'est de faire disparaître la peur.
Tu comprends? Voyant Gio rester là, figé, Johan lui claqua le livre au visage. Ne prends pas la grosse tête juste parce que tu as gagné un combat. Tu penses que tu les surprendras à chaque fois? Si tu ne peux pas les surprendre toi-même, tu ne gagneras pas. Gio demanda naïvement ce qu'il devait faire alors. Johan afficha un sourire sinistre. Pas besoin de s'inquiéter pour ça car il s'améliorerait progressivement. Puis il se demanda soudain pourquoi la famille de Geo n'était pas venue le chercher. Geo serra les dents avec ressentiment et répondit que même s'il venait le chercher, il ne rentrerait pas. En entendant cela, Johan se contenta de rire d'un air moqueur. Les jours suivants, Johan l'entraîna jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Il courait, sautait à la corde, faisait des pompes, des squats, des abdos et toutes sortes d'exercices étranges. Il n'y avait pas un exercice au monde qu'il n'ait pas essayé. Mais est-ce que ces exercices fonctionnaient vraiment alors qu'il ne pouvait toujours pas donner un coup de poing puissant? Pendant que Gio s'entraînait dur, son coach, Johan, était tranquillement allongé dans un coin à lire des bandes dessinées. Gio, trempé de sueur, le regarda et dit que ces exercices étaient vraiment bien, mais ne pourrait-il pas les battre en faisant autre chose que ces exercices? Johan fit une tête confuse et le regarda. Ne lui avait-il pas déjà fait une démonstration? Utilise l'environnement qui t'entoure. Trouve des armes autour de toi pour bloquer les mouvements et la vision de l'adversaire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais pour y arriver, il devait subir un entraînement éreintant. Johan l'a compris en voyant Gio utiliser ses coups de poing maladroits contre Park Jong-un, alors entraîne-toi dur. Gio se plaignit que même ainsi, il devrait au moins lui apprendre à utiliser correctement son poing. Il voulait aussi donner des coups de poing et de pied avec style, comme les boxeurs professionnels. Tout en parlant, il leva son téléphone montrant une vidéo d'un match entre deux champions de boxe. Johan se leva d'un bond, sur le point de lui frapper la tête avec le livre pour le réveiller. Est-ce que cet idiot ne faisait attention qu'à l'apparence tape à accent grave l'œil? Après avoir dit cela, il balança son bras tenant le livre vers Gio, mais Gio l'esquiva avec une fluidité incroyable. Cela les surprit tous les deux. Johan lança alors quelques coups de plus. Effectivement, Gio n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour tous les esquiver. Johan rit d'un air moqueur. Pas mal. Il savait comment lui apprendre à frapper maintenant. Il utiliserait directement le propre corps de Gio. En disant cela, il fit craquer ses doigts d'un air menaçant. Gio regarda ses gestes et eut des sueurs froides. Quelques jours plus tard, dans un quartier résidentiel abandonné, un jeune homme casqué était piégé par un groupe de personnes. Ce groupe était la faction ennemie opposée à Johan. Ils étaient inquiets car dernièrement, Johan n'arrêtait pas de harceler leur camp. Kiwon, leur combattant principal, venait de s'occuper du gars casqué et demanda en riant d'un air moqueur ce qu'il voulait qu'il fasse. Le gars casqué était en fait Eungta. Son groupe l'insulta, le traitant d'inutile. Eungta tremblait en les regardant et dit qu'il leur avait déjà dit qu'il ne pouvait pas le faire. Kiwon s'en fichait. Il le battit sans pitié comme s'il était déjà mort. Tu as si bien dit ça. Alors pourquoi n'es-tu pas simplement parti à ce moment-là? Pourquoi as-tu pris l'argent? Eungta hurla pour qu'il arrête, disant qu'il rendrait l'argent et les suppliant de l'épargner. Kiwon rit d'un air moqueur. Tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie comme ça. M'as-tu déjà vu laisser passer une chose pareille? Tout en parlant, il enfonça son bâton dans la bouche de Yinga. Mais je dois aussi sauver la face. N'est-ce pas? Je ne veux pas que les patrons le découvrent. Le groupe derrière lui intervint en disant que si Kiwon s'en mêlait, les choses seraient beaucoup plus faciles. Kiwon leur ordonna de traîner le groupe de Johan devant lui dans les 30 minutes. C'était vraiment plus dur que de monter au ciel. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Kiwon frappait déjà Eungta pour les menacer. Le gang partit immédiatement en courant frénétiquement pour trouver Johan. Un peu plus tard, la maison de Johan fut trouvée par eux et ils frappèrent à la porte frénétiquement. Un gars du groupe eut soudain une idée. Et si on s'occupait de Kiwon à la place? Seul un idiot penserait à ça. Kiwon était encore plus effrayant que Johan. Comment pourrait-il faire ça? Pendant ce temps, Gio marchait d'un air abattu vers la boutique, se demandant s'il devait demander à être payé à la semaine. En arrivant à la boutique, il remarqua soudain que la vitrine avait été brisée. Il s'est avéré que le gang de Kiwon était venu ici et saccageait l'endroit. Le gros type attrapait le propriétaire du magasin par le col et criait fort, demandant s'il était proche de Kim Taek. Ne savait-il vraiment pas où Kim Taek était allé? Le propriétaire, couvert de blessures, répondit faiblement qu'il ne savait vraiment pas. En entendant ça, le type demanda à quelqu'un au téléphone si c'était le bon endroit. Pendant ce temps, Gio se tenait dehors et se fit repérer par lui. Il a crié sur ce chien en lui demandant ce qu'il regardait. Gio serra les dents de colère en regardant la pauvre Nam. La fureur en lui monta encore plus haut. Mais à ce moment-là, Nam lui dit de s'enfuir rapidement. Naom était si différente de Gio. Elle était parfaite et douce. Contrairement à lui, elle pouvait endurer des choses qu'il ne pouvait pas supporter depuis si longtemps. Elle était vraiment mature. Après avoir confirmé avec son groupe que c'était le bon endroit, le type tourna son attention vers Nan et exigea qu'elle révèle où travaillait Kim Taek. Nan insista qu'elle ne savait pas. Pendant ce temps, Gio ne pouvait plus rester calme. Il menait une lutte intérieure intense. Chacun avait sa propre façon de vivre.
Il voulait agir avec maturité comme Nan, mais pas dans cette situation. Après y avoir réfléchi, une bouteille de sauce piquante fut immédiatement projetée au visage du gros. Sous le regard choqué de Nan, Gio foudroya le gros du regard et dit qu'il était un client régulier ici. Ce gros s'appelait Kimta, 17 ans, mesurait 1m80 et pesait 110 kg. Ce n'était pas une exagération de dire qu'il était vraiment un géant. Il était bâti avec des muscles saillants même si personne ne l'avait jamais vu s'entraîner. Il semblait que Kimta était né pour se battre, c'est pourquoi il avait été renvoyé de l'école. Personne ne pouvait rivaliser avec lui. Mais ce n'était vrai que lorsqu'il était encore à l'école, jusqu'à ce qu'il ait la chance d'affronter Kiwon. Puis tout a changé. Il pensait que même à l'extérieur, seul Kiwon serait digne d'être son adversaire. Mais maintenant, Kimta était sans voix car c'était la toute première fois qu'il voyait un petit perdant oser le combattre. Il cracha par terre et ordonna à Gio d'arrêter, disant que le combattre ne mènerait qu'à la mort. Gio regarda son geste et gronda qu'il ne devrait pas cracher par terre, le traitant de porc. Kimta se figea, alors ce chien n'avait pas encore compris. Eh bien, il allait devoir faire lécher à Gio le crachat qu'il venait de laisser. Sur ce, il chargea sur Gio. Au contraire, Gio n'avait pas peur du tout. En fait, il avait hâte de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. La première chose en combat de rue est de savoir utiliser les objets environnants pour bloquer les actions de l'adversaire. Gio donna rapidement un coup de pied dans une chaise pour bloquer le chemin de Kimta. Le gros ne put freiner à temps et trébucha. Alors que la chute lui fit gagner une fraction de seconde, l'esprit de Gio retourna à l'entraînement infernal avec Johan. Il se souvint de la peur de rester figé pendant que Johan lançait un barrage de coups. Il se souvint des railleries, Johan se moquant de sa paralysie en lui demandant s'il était prêt à abandonner, mais vint alors la percer. Johan avait démontré la mécanique d'un véritable coup de chaos. La main gauche n'est que le rideau, elle les aveugle. La vraie puissance part de tes orteils, traverse tes hanches et explose de ton poing droit. De retour au présent, la leçon prit le dessus. Tandis que Kimta était encore secoué par l'impact de la table, Gio ne se figea pas cette fois. Il planta son pied, pivota son torse et déchaîna la technique exactement comme on la lui avait apprise. Un direct parfait atterrit nettement sur la mâchoire de Kimta. La pièce devint complètement silencieuse. Nous et son père ne pouvaient que regarder, choqués. Gio ne fuyait plus. Pendant ce temps, Job était au téléphone, engueulant Johan pour avoir perdu son temps à jouer au sensei. Quand Johan admit qu'il avait appris à Gio à se battre pour que le gamin puisse se venger de ses harceleurs, Job se contenta de rire. Tu penses vraiment qu'un débutant peut battre une racaille de rue expérimentée? Il se moqua et la terrifiante vérité était que Gio n'avait pas tort. De retour à la boutique, la réalité le frappa durement. Le JAB parfait de Gio avait touché, mais contre la masse imposante du gros Kimta, c'était comme frapper un mur de briques. Kimta se gratta juste la tête, sourit et balança un crochet qui aurait arraché la tête de Gio. Gio esquiva, réalisant que la différence de puissance était fatale. Pendant 10 minutes, il joua un jeu désespéré du chat et de la souris, portant coup après coup, mais son endurance s'épuisait rapidement. Kimta n'était même pas blessé, il riait. Puis, l'inévitable se produisit. Gio ralentit. Kimta l'attrapa par le col et lui asséna un unique coup de poing dévastateur. Ce seul coup fit plus de dégâts que tout l'enchaînement de Gio. Le sang gicla et Kimta souleva Gio du sol par la gorge comme une poupée de chiffon. Nawan essaya de le sauver, mais elle fut projetée de côté d'un simple revers de la main. Alors que la vision de Gio s'estompait et que ses yeux se révulsaient, il réalisa que l'honneur ne le sauverait pas ici. Il avait besoin de la règle numéro 2, bloquer leur vision. Avec sa dernière once d'air, Gio rassembla tout ce qu'il avait et cracha directement dans les yeux de Kimta. Le géant recula, aveuglé, et desserra son emprise. Gio tomba au sol et passa immédiatement à la règle numéro 3, tout est une arme. Il attrapa une bouteille de bière dans une caisse et la fracassa de toutes ses forces sur le visage de Kimta. Le verre explosa. Gio ne s'arrêta pas. Les mains en sang et l'adrénaline masquant la douleur, il déchaîna un barrage de direct. Il avait déjà survécu à une blessure au couteau dans le ventre. Cette douleur n'était rien. Finalement, le géant s'effondra. Gio se tenait au-dessus de lui, tremblant. « Reviens ici et je te tue », grogna-t-il, balayant cette ordure hors de sa vie. Il s'effondra, complètement épuisé. Il avait gagné, mais le cauchemar n'était pas terminé. 2 autres membres de l'équipe de Kimta entrèrent à la recherche de leur chef, pour le trouver étendu au sol. Ils pensèrent que c'était l'œuvre des propriétaires, mais une voix coupa le silence. « C'est moi qui l'ai fait », râla Gio. Il se força à se relever, titubant comme un fantôme. Il était prêt à combattre 2 nouveaux adversaires juste pour prouver que l'entraînement avait fonctionné. Naon regardait avec horreur Gio se préparer à mourir debout. Mais avant qu'il ne puisse lancer le premier coup, l'atmosphère changea. Kimta se tenait dans l'embrasure de la porte. Il jeta un coup d'œil à la boutique en ruine et à la famille blessée, et son expression s'assombrit. Le sauveur était arrivé. Gio se demanda pourquoi il était venu ici. Kimta attacha ses cheveux, puis se tourna pour regarder les 2 restants et demanda d'une voix grave lequel voulait mourir en premier. Comme on pouvait s'y attendre de la part du grand frère de la famille, ils ne purent supporter un seul de ces coups de poing.
Le gars en t-shirt noir ne même pas le temps de le toucher avant d'être projeté en l'air par le coup de poing de Kim Taek. L'autre subit le même sort. Jio regardait le combat de Kim Taek avec de grands yeux, se disant que son grand frère Kim Taek était aussi incroyablement fort. En quelques minutes à peine, ils avaient été battus jusqu'à ce que leur visage soit déformé. Kim Taek attrapa le gars en t-shirt noir par le col et le força à révéler qui était derrière tout ça. Terrifié, il allait mourir entre les mains de Kim Taek. Le gars a rapidement tout avoué. C'était entièrement à cause de Ki-won. Il n'avait rien à voir avec l'incite du gaz. Il le supplia de ne pas le frapper. Juste après ces mots, Kim Taek lui donna un coup de pied dans la bouche. En regardant le salaud inconscient sur le sol, Kim Ta dit avec colère que c'était certainement causé par ces gars de Hankwang. Jio se souvint inconsciemment des paroles de Yeongta à l'époque. C'était probablement l'organisation qu'il avait mentionnée. Tous ceux qui vivaient ici savaient très bien que la sécurité dans ce quartier était terrible. La criminalité ne cessait d'augmenter au point que même la police avait dû abandonner. Les membres de gangs et le crime organisé choisissaient cet endroit pour effectuer des transactions illégales. Cette organisation avait été neutralisée par un groupe d'adolescents fugueurs de la région, et on les appelait Hankwang. Ces organisations criminelles avaient rejoint Hankwang et géraient ce secteur. Et une personne vicieuse que tout le monde connaissait et qui appartenait à Hankwang était Ki-won. Peut-être que la famille de Jio et Kim Ta était aussi ciblée parce qu'il avait entravé leur travail de gestion du secteur. Kim Ta se demandait comment ils étaient arrivés à la pizzeria. Le propriétaire du magasin a finalement pris la parole et a expliqué que Ki-won avait déjà jeté son dévolu sur cet endroit. Kim Taek a froncé les sourcils, se demandant pourquoi l'oncle ne lui avait rien dit. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas, car il n'y avait rien qu'il n'oserait faire. L'image d'un grand magasin sombrant dans une mer de flammes était gravée dans la tête de l'oncle. Il n'y a eu aucun accident électrique. C'était Hankwang qui l'avait provoqué. En entendant cela, l'aura meurtrière émanant de Kim Taek s'intensifia. Il comprenait ce sentiment qu'avait la famille de l'oncle. C'était exactement comme quand Jio était à l'école. Naon tremblait en le remerciant. Elle était effrayée au point d'en pleurer. C'était aussi la première fois que Jio voyait la forte et mature Nalin pleurer. Cette société comptait trop de mauvaises personnes. Il n'y avait aucun endroit sans ces voyous. La nouvelle de la destruction de la pizzeria parvint finalement aux oreilles de Job. Kim Ta l'a appelé pour lui annoncer que Hankwang les ciblait également. Il fallait trouver un moyen de s'occuper d'eux. Il savait aussi à quel point Ki-won était dangereux. Mais d'abord, il leur fallait un bon plan. Juste à ce moment-là, Job remarqua soudainement un magasin en train d'être détruit. Les gangsters riaient de joie en saccageant l'endroit. La grand-mère et le petit-fils qui possédaient le magasin ne pouvaient que se serrer dans les bras et pleurer. La scène était déchirante. Job a immédiatement raccroché le téléphone. De l'autre côté de la rue, le gangster tenait son bâton de manière menaçante au-dessus de la grand-mère et du petit-fils, exigeant de voir le vieil homme. La grand-mère ne pouvait que tenir son jeune petit-fils avec crainte et a expliqué qu'à cause de sa mauvaise santé, gagner de l'argent était un peu difficile. Le voyou ne faisait pas de distinction entre jeunes et vieux. Il était sur le point d'abattre le bâton sur leur tête quand, heureusement, Job est arrivé à temps et l'a bloqué. Le type a immédiatement reçu un coup de poing au visage. Les autres ont vu leurs camarades se faire frapper et ont temporairement arrêté de détruire le magasin pour faire face à Job. S'appuyant sur leur nombre, ils se sont moqués de Job en lui demandant s'il osait se mêler de leurs affaires. Ils étaient Hankwang. Et alors? Hankwang ou je ne sais quoi. Jaob s'en fichait. Il a sauté et leur a donné des coups de pied au visage. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe gisait au sol, complètement battue. Jaob s'est retourné pour prendre des nouvelles de la grand-mère et du petit-fils. Le petit garçon a soudainement crié un avertissement à propos de quelque chose derrière lui, mais c'était trop tard. Jaob avait pris un coup, la batte de baseball de Ki-won l'avait frappé aux fesses. Ki-won n'est pas venu seul, il avait amené de nombreux laquais avec lui. Le sang de la tête de Jaob coulait sur son menton tandis que Ki-won riait d'avoir enfin trouvé le chien de Johan. Ce soir-là, tout le monde s'est réuni à la maison. Hong Jae-young, en colère, a pointé du doigt Kim Ta, disant qu'il aurait dû simplement s'enfuir. Ce qu'il voulait faire de cette pizzeria était leur affaire. Pourquoi a-t-il dû se mêler des affaires de Hankwang? Kim Ta la regarda sincèrement et s'excusa d'avoir fait ça. Mais cette pizzeria était vraiment bonne. Si ce magasin fermait, que ferait-il? Song Bin, qui se tenait à proximité, a également hoché la tête en signe d'approbation. On en avait vraiment marre de ces hommes idiots. Elle a crié avec colère ce qu'il ferait s'il devait affronter ces types. Jio était abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que tout le monde soit aussi tendu. À ce moment-là, quelqu'un demanda pourquoi Jaob n'était pas encore rentré. À cet instant précis, leurs 4 téléphones ont reçu un message simultanément. C'était une image de Jaob ligoté, couvert de sang, avec un texte disant « Chantier de construction abandonné près de la forêt ». On-young a serré les dents et a juré. Au même moment, sur le chantier abandonné où Jaob était détenu, Ki-won l'a giflé plusieurs fois et lui a demandé pourquoi ses amis ne venaient pas. S'il n'arrivait pas dans 10 minutes, il le tuerait. Avant qu'il ait pu finir, Jaob l'a interrompu en disant d'aller de l'avant et de le tuer. S'il mourait, ils auraient une bouche de moins à nourrir. Ce serait génial,
Non. Kiwon a lancé un regard noir et a levé sa batte, mais le groupe de 4 était déjà apparu. Kim Taek a pris la parole, disant qu'il était venu affronter Han Kwang. Peu de temps avant, sur le chemin, Kim Taek s'était soudainement retourné pour conseiller à Jio de rentrer chez lui. Bien sûr, Jio ne pouvait pas abandonner ses coéquipiers et rentrer seul. Le voyant si têtu, Kim Taek l'a mis au défi en retour. Était-il sûr d'être utile? De retour au moment présent, Hong Jae-young a sifflé entre ses dents. Ils étaient trop nombreux, plus de 15 au moins. Sans tourner autour du pot, Kim Taek a demandé directement où était Jae-yob. Ils ont tourné la tête vers Kiwon. Jae-yob a levé la tête pour regarder tout le monde et a dit d'une voix rauque qu'il n'aurait pas dû venir. Lui seul suffisait pour s'occuper de ces types. Juste après ces mots, Kiwon a de nouveau frappé la tête de Jae-yob avec sa batte. En voyant cette scène, la famille Johan était furieuse. Kiwon a ri de manière provocante et a mis le pied sur le visage de Jae-yob. La famille Johan n'était-elle pas censée être forte? Où était ce type, Johan? Pourquoi ne venait-il pas? C'est parce qu'il lui faisait trop confiance que les choses ont tourné ainsi. Kim Taek a serré les dents, mais avant qu'il ne puisse parler, la petite Hong a été plus rapide. Qu'est ce que tu aboies, espèce de chien? Et, toi, le perdant à la barbe débraillée. N'utilisez plus le nombre pour intimider les gens. Elle a pointé droit vers son visage sans la moindre trace de peur. Vous êtes vraiment dégoûtant. C'était la première fois que quelqu'un osait l'insulter aussi directement. Le visage de Kiwon s'est assombri alors qu'il la regardait et lui disait de la fermer. Il a ensuite dit à son équipe de les attraper. Sur ce, tout le gang de Han Kwang a chargé sur eux simultanément. Jio, nerveux, a eu des sueurs froides. Bien que la famille Johan soit très forte, pouvait-il vraiment vaincre autant de personnes? En regardant les autres membres combattre chacun d'eux, voire 3 personnes à la fois, Jio était encore plus choqué. Kim Taek, avec ses coups de pied précis, avait réussi à repousser 3 personnes à la fois. Sung Bin de son côté n'était pas en reste non plus, avec une capacité d'esquive extrêmement rapide combinée à des contre-attaques incroyablement précises. À ce moment-là, un type a soudainement remarqué Jio et Hong immobile au même endroit et a appelé ses coéquipiers pour attraper rapidement ces deux-là. Sans réfléchir, suivant son instinct, Jio a immédiatement couru vers l'avant pour protéger Hong. Cette situation n'aurait de sens que si la personne derrière lui était Naom ou une lycéenne ordinaire. Mais qui était derrière lui? C'était Hong Jae-young, la personne qui a osé répondre à Kiwon lui-même. Elle a immédiatement repoussé Jio, puis s'est rapidement glissée derrière son adversaire et a enroulé ses bras autour de sa taille. Ce qui a suivi était une projection de niveau professionnel. Jio a regardé son mouvement la bouche bée, ne comprenant pas pourquoi il avait essayé de la protéger plus tôt. On s'est étiré et a regardé nonchalamment les autres, demandant qui venait de dire qu'il voulait l'attraper. Maintenant, on avait rejoint le combat. Jio était confus. Il devait aussi se battre, mais il ne savait pas s'il y avait quelqu'un de son niveau. Son vœu fut immédiatement exaucé quand quelqu'un fut projeté en l'air juste devant lui. Pendant ce temps, Kim Taek se battait intensément quand il sentit soudain une aura perçante derrière lui. Effectivement, son instinct était correct. C'était Kiwon, et il osait jouer salement avec une attaque sournoise. Sans ses réflexes rapides, le sang de Kim Taek tacherait probablement cette batte à l'heure qu'il est. Bien que le coup précédent n'ait pas touché un point vital, il a suffi à blesser la jambe de Kim Taek. Profitant de cette opportunité, Kiwon s'est immédiatement engagé dans un combat rapproché avec Kim Taek. Jio se débattait toujours avec le type de tout à l'heure. Il était trop rapide, le simple fait d'esquiver était déjà assez épuisant. Jio a accidentellement reculé dans le baril de pétrole qu'il utilisait pour faire un feu. Il a rapidement attrapé le morceau de bois en feu et a frappé son adversaire avec. Mais le type n'était toujours pas vaincu. Tout le monde a arrêté de se battre. Une voix a soudainement retenti, figeant les mouvements de tout le monde pendant un instant. Il s'est avéré que le type de tout à l'heure avait attrapé Jio. Sa vie était maintenant menacée. Un mouvement de plus et l'éclat de verre lui trancherait la carotide. Le cou de Jio saignait. Voyant que tout tournait en sa faveur, Kiwon est devenu encore plus excité. Si vous ne voulez pas que votre ami meure, agenouillez-vous vite. Il a regardé Kim Taek et a ri de joie. Pourquoi ne charges-tu pas comme tout à l'heure? Kim Taek a baissé la tête, les bras ballants. Voyant son état actuel, Kiwon a ri encore plus fort. Vous êtes hilarant, bande de chiens. Vous n'allez plus vous battre juste à cause de ce gamin sans valeur? C'est exactement pour ça que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Jio, sous la pointe acérée de l'éclat de verre, ne s'est pas plaint une seule fois. Kiwon tenait sa batte et en a tapoté la tête de Kim Taek plusieurs fois. C'est vraiment dommage que vous les ayez ignorés pour me combattre. Grâce à ça, j'ai assuré la victoire. Réponds prudemment si tu ne veux pas finir cette vie d'errance avec une montagne de dettes. Kim Taek a ri d'un air moqueur, disant que Kiwon le sous-estimait trop. Avant que Kiwon ait pu comprendre ces mots, Kim Taek lui avait déjà asséné un coup de poing rapide au visage. Revenons au moment où Kim Taek a conseillé à Jio de rentrer. Jio l'a regardé avec des yeux déterminés et a dit d'une voix ferme que s'il se faisait prendre, les autres devaient simplement l'ignorer. Au moment où Kim Taek a frappé, le type qui menaçait Jio ne croyait pas ses yeux. Il ne pensait pas qu'il oserait vraiment sacrifier Jio. Profitant de l'ouverture,
Jio a utilisé sa main pour bloquer les éclats de verre qui poignardaient vers son cou. Ils avaient fait une erreur en le choisissant comme otage. Jio était quelqu'un qui avait écrit son testament. Après tout ce bazar, ce n'était rien pour lui. Kim Ta-kwon avait l'esprit extrêmement détendu car il avait foi en Jio, sachant qu'il serait le plus fou de leur groupe. Après avoir utilisé son propre corps comme une arme, Jio avait réussi à abattre un type sous les regards surpris de ses coéquipiers. Kim Taek a baissé la tête pour regarder Ki-won sous ses pieds. Tu pensais qu'on était facile à intimider? Ki-won s'est frotté le côté du visage qui venait d'être frappé. Pensait-il qu'il avait déjà gagné? Il s'est rapidement relevé et a de nouveau chargé sur Kim Taek. Kim Taek a utilisé sa jambe pour donner un coup de pied et Ki-won a immédiatement bloqué avec sa batte. Les deux s'affrontaient, l'un avançant tandis que l'autre reculait. Kim Ta s'inquiétait intérieurement, ne pouvait-il rien faire contre ce type? Ki-won lui compliquait la tâche avec cette batte de baseball. De plus, ce type était si prudent que Kim Ta ne pouvait pas esquiver tout en planifiant son prochain coup. Il lui suffisait de porter le coup de grâce correctement une seule fois. Au moment où Ki-won chargeait avec sa batte, Kim Taek a été retenu par deux de ses laquais. L'un lui bloquait les bras tandis que l'autre lui tenait les jambes. C'était vraiment une catastrophe après l'autre. Ce qui semblait être une fin triste pour Kim Taek, mais non. Jio savait toujours comment briller au bon moment. Il avait rapidement attrapé un morceau de bois et frappé la tête de Ki-won assez fort pour que le bois se brise également. Jio haletait pour reprendre son souffle. Même lui ne pensait pas qu'il oserait faire ça à Ki-won. Le visage de Ki-won s'est assombri alors qu'il marmonnait, ces chiens ne connaissent plus leur place. Ses mains, qui tenaient toujours le morceau de bois, se mirent à trembler. Jio a essayé de se calmer. Même si Ki-won était fort, n'aie pas peur, il l'avait déjà frappé. Maintenant, il n'avait plus peur d'eux. Ki-won s'est approché pas à pas de Jio. Tout son corps dégageait une aura meurtrière terrifiante. Ses yeux étaient injectés de sang et sa voix était assez froide pour paralyser quelqu'un. Tu voulais vraiment te battre contre moi? Tout le corps de Jio s'est figé. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer car ce type était complètement différent de tout ce que Jio avait affronté. Jio n'était pas grand à la base, et se tenir à côté de Ki-won le faisait paraître encore plus petit. S'il le combattait, il mourrait. Son corps se raidit, exactement comme à l'époque de l'école. Voyant le visage pâle de Jio, Ki-won a souri avec satisfaction, puis a immédiatement balancé sa batte dans l'estomac de Jio avec un avertissement de ne pas faire le malin avec lui. Jio s'est penché et a commencé à avoir des hauts le cœur. Peut-être qu'il était si effrayé qu'il ne pouvait plus bouger. Après s'être occupé de Jio, Ki-won s'est retourné pour en finir avec Kim Taek. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que pendant qu'il était préoccupé par Jio, la famille Johan s'était rapidement occupée de tous ses laquais. Il était encore sous le choc. Avait-il éliminé toute son équipe? Mais se battre à 3 contre 1 comme ça, c'était vraiment lâche. En entendant cela, On Young a eu envie de le frapper au visage plusieurs fois. Tous les trois ont chargé Ki-won en même temps. Il a visé Song Bin et a balancé sa batte. Grâce à sa vitesse et sa souplesse, Song Bin s'est rapidement glissé derrière lui et lui a donné un coup de poing puissant dans le dos, mais il ne s'est toujours pas arrêté. Song Bin se tenait maintenant juste sous sa batte, ne sachant pas comment gérer la situation. Heureusement, Kim Ta a rapidement grimpé et a attrapé Ki-won par le cou. Mais ce type n'était pas si facile à gérer. Même en étant attrapé, il avait encore assez de force pour repousser Song Bin d'un coup de pied. Ne s'arrêtant pas là, on s'est joint à eux et a attrapé sa jambe d'appui, avec l'intention de le faire tomber. Il a rapidement changé la batte de main et a repoussé Hong avec. Il a continué à attraper le poignet de Kim Ta et l'a projeté en avant. Bien que les trois pouvaient encore continuer à se battre, leur endurance était considérablement épuisée. Ils devaient continuer à utiliser leur avantage numérique. Ki-won les regarda avec suffisance. C'était le dernier privilège qu'il leur accordait. « Mettez-vous tous à genoux à mes pieds. » Comme prévu, ce fut cette fille têtue qui reprit la parole, lui demandant s'il avait pris un coup sur la tête et était devenu stupide, lui disant qu'elle ne s'agenouillait que devant Dieu. Ki-won rit d'un air moqueur, puis frappa violemment l'étagère métallique derrière lui. « Je vous ai donné une dernière chance de survivre et vous ne l'avez pas saisie. » Comme on pouvait s'y attendre, il ne riait pas comme ça pour rien. Une autre escouade s'était rassemblée ici et les avait encerclés. Kim Ta serra les dents. Combien étaient-ils vraiment? Ki-won leur lança un regard noir et ordonna à ses laquais d'attaquer. Moins de 5 minutes plus tard, On et Sung Bin avaient été vaincus. Kim Ta était maintenant obligé de s'agenouiller devant Ki-won. Ki-won sourit en lâchant une bombe qui glaça l'atmosphère de la pièce. Un petit fait amusant, les Nargateil. Mon équipe m'a dit que le propriétaire de la pizzeria a menti sur l'endroit où vous étiez, alors j'ai envoyé un ami pour lui rafraîchir la mémoire. Vous le connaissez peut-être, Jun Sung-bo, alias l'incendiaire de Han Kwang. Kim Ta a crié en le suppliant d'arrêter, mais Ki-woo-sen fichait. Il a sorti son téléphone, prêt à passer l'appel qui allait tout réduire en cendres. Mais avant que son pouce ne puisse appuyer sur la touche, une vive douleur lui a parcouru la jambe. Il a baissé les yeux, totalement confus. C'était Jio. Comme ses mains étaient inutilisables, Jio a décidé de passer à la stratégie du zombie. Il a mordu le mollet de Ki-won comme si c'était un pilon de poulet interdit dans un buffet à volonté.
Ça n'a pas amusé Kiwon. Il a piétiné lourdement la tête de Jio pour le faire lâcher. Putain, c'est quoi ton problème? Lâche-le, rugit-il. Le sang gicla sur le béton lorsque la botte le percuta, forçant Jio à lâcher prise. Il était à peine conscient, mais il se battait encore. Jio se dit que ce salaud était vraiment terrifiant. Mais est-ce que la boutique devait disparaître à cause de lui? Si oui, qu'arriverait-il à Nan? Jio a soudainement crié qu'il ne lui permettrait pas de toucher à cette boutique. Après avoir dit cela, Jio lui mordit violemment la jambe. Kiwon était vraiment choqué par l'attitude de Jio, qui ignorait que sa bouche et son nez saignaient sur sa jambe. Ne voulant pas laisser traîner les choses plus longtemps, il a résolument attrapé sa batte et a repoussé Jio d'un coup de pied. Puis il a continué à faire défiler son téléphone pour trouver le numéro de Jun Sung-bo. Il a appelé son ami, prévoyant de lui dire de brûler cette pizzeria, quand il a soudain réalisé que cette voix ne semblait pas être celle de son ami. De plus, elle lui semblait quelque peu familière. Sans faire attendre Kiwon, le corps de l'incendiaire fut jeté devant la porte, alors que la personne au téléphone lui parlait encore. Jun Sung-bo gisait devant eux, complètement brisé, un œil en moins. Une paire de Converse familières apparut devant eux. Alors c'est ça, votre incendiaire. Pourquoi devons-nous nous occuper de tant de gens ces derniers temps? Bien sûr, la personne qui tenait le téléphone de Sung-bo était Johan. Son expression était extrêmement terrifiante. En regardant ses coéquipiers éparpillés sur le sol, son ton devint encore plus froid. Johan a déclaré qu'aujourd'hui, même s'il pleurait et suppliait, il ne montrerait aucune pitié.